Chers amis, soyez bienvenus à cette série de la nature de l'homme. Le sujet d'aujourd'hui, la véritable histoire de Pierre et le loup, ce qui se cache derrière le mensonge. Et je profite pour donner la bienvenue à Itamar. Bonjour et bienvenue à ce nouveau sujet. Euh, donc, la semaine dernière, on avait parlé un peu de la sexualité, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On Non, va changer de sujet. tout autre sujet, Oui. mais tout aussi intéressant. Alors, il y a toujours des liens entre ces différents sujets. Et donc, dans le sujet d'aujourd'hui, on va parler du mensonge. Parce que ça, c'est vraiment un mystère hein, pour beaucoup des parents. Et cette histoire des Pierre et le loup, c'est une histoire que j'imagine que vous connaissez tous. C'est une histoire, une fable qu'on raconte aux enfants. C'est l'histoire d'un berger, un Jean berger, un enfant qui garde les moutons, il s'ennuie et pour s'amuser, il crie au loup. Et quand tout le monde vient l'aider, bah, il s'éclate derrière et parce Il qu'il a, se moque. il crie loulou, loulou, et quand ils arrivent, bah, ils se moquent de tout le monde. Sauf qu'un jour, le véritable loup arrive et le dévore. En fait, c'est une fable qu'on raconte aux enfants euh, pour donner une leçon morale Sur le autour du mensonge. mensonge. Sauf que là, dans ce sujet-là, on va pas traiter les aspects moraux de mensonge, mais plutôt on va parler des aspects psychologiques. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière le mensonge? Pourquoi les enfants mentent et pourquoi les adultes mentent? Parce qu'en fait, l'habitude de mentir, c'est quelque chose qui s'apprend à l'enfance et qui se développe tout le long de la vie. Bah, surtout que maintenant, c'est une pensée dans la société et surtout, on le dit très souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Oui, Les enfants prennent de l'habitude. nos On jours, dit, c'est pas tout à fait vrai. je peux dire ce que je veux. Comme la vérité sort de la bouche des enfants, on va me croire tout ce que je dis. Oui, c'est ça. Et C'est un détournement. c'est un retournement. Alors, ça s'est dit parce que les enfants, ils parlent souvent sans filtre. Donc, ces filtres social, ces filtres moral. Et donc, les enfants, ils vont dire les choses comme ça leur vient à l'esprit, Très cru. mais ça peut être aussi des mensonges. Oui. Donc, Bah, voilà. déjà, il y a eu plusieurs C'est très, cas, justement, euh, des procès faits aux parents, notamment au père, si c'était le cas d'une fille, une petite fille qui, pour se venger parce qu'elle était énervée envers son papa, l'a accusé de viol, ouais, de très grave. viol, et comme c'était une enfant, on a cru tout ce qu'elle a dit, Ouais, et elle a ruiné la vie de son papa pour un mensonge. exactement. Et puis, Et une par fois la qu'elle même a voulu, occasion, elle a ruiné sa vie. oui, aussi, parce qu'une fois qu'elle a voulu retirer ce qu'elle a dit, elle est partie au commissariat avec sa mère et ils ont pensé que c'était sa mère qui l'avait obligée à se rétracter. Ouais, Du coup, ils n'ont pas pris en compte. c'est grave. C'est très grave. Et c'est pour ça que la justice prend d'une manière très relative Il le faut prendre, témoignage c'est des à prendre enfants. avec des pincettes. En fait, de nos jours, c'est filtré. En fait, ces témoignages sont filtrés par des psychiatres, des pédopsychiatres spécialisés dans ce type de situation. Donc, parce que c'est effectivement, ça peut donner des résultats un peu aléatoires et ça peut induire à des erreurs graves. Ok, je vous invite à lire trois textes. Donc, le premier, qu'on retrouve dans un livre qui s'appelle Good Health, des janvier 1880, donc c'est assez ancien. Et, et c'est un texte qui n'a pas, en tout cas à ma connaissance, n'a pas de traduction officielle en français. Donc, je me suis permis de vous faire une traduction. Donc, ne m'étonnez pas rigueur. Mais vous avez la référence originale en anglais et en espagnol, si vous voulez vérifier. Ok. Le texte dit, les parents devraient être des modèles de véracité, car c'est la leçon quotidienne qui devrait être imprimée dans le cœur des enfants. Des principes inébranlables devraient guider les parents dans toutes les professions de la vie, en particulier dans l'éducation et l'enseignement de leurs enfants. Même le garçon est connu pour ses actes si sa conduite est propre et droite. Mhm. Donc ça, c'est un premier texte qui nous parle de manière très claire de rôle des parents et le témoignage, en fait, l'exemple de parents, euh, et qui va définir, en fait, la conduite de l'enfant, si c'est un enfant qui va mentir ou dire la vérité.
Donc, on a un autre texte qui se trouve dans le même livre. Donc, mais c'est un extrait hein, d'une revue, Review and Herald, le 13 avril 1897. Une mère qui manque de discernement et ne suit pas les directives du Seigneur peut éduquer ses enfants à être des séducteurs et des hypocrites. Les traits de caractère, stimulés de cette manière, peuvent devenir si permanents que mentir sera aussi naturel que respirer. La prétention sera prise pour la sincérité et la réalité. Mhm. On parle de mythomanie ici. Oui, parce que le mensonge peut devenir très vite pathologique. Il y a des adultes qui ont lutté depuis leur enfance contre l'habitude de mensonge et qui luttent encore. Ça peut arriver. Donc, c'est une vraie problématique et qui commence à l'enfance. Et puis, le dernier texte, on le retrouve dans le manuscrit 126 de 1897 de Ellen White. Et pareil, c'est une traduction qui a été faite par nous. Parents, ne mentez jamais. Ne dites jamais ce qui n'est pas vrai dans les préceptes ou l'exemple. Si vous voulez que vos enfants soient honnêtes, soyez fidèles à vous-même. Soyez droit et inébranlable. Pas un mensonge, aussi petit soit-il, ne devrait être autorisé. Parce que les mères sont habituées à mentir, les enfants emboîtent le pas. Mhm. Donc ça, c'est, voilà, Ouais. on voit trois textes qui nous parlent du rôle des parents euh, dans le développement de l'habitude de mentir ou de dire la vérité. Mais est-ce que les enfants, ils deviennent menteurs uniquement parce que la mère ou le père est menteur? Il peut y avoir des éléments extérieurs qui viennent jouer aussi un rôle important, par exemple Mhm. les camarades de classe à l'école aussi, ou des connaissances extérieures, ou s'ils regardent, je sais pas moi, à la télé, ou des films. Mhm. Souvent, les mensonges à la télé sont banalisés, ou on Allez. leur donne un caractère humoristique, La science-fiction. la science-fiction aussi. Donc, effectivement, ça, c'est un problème. Donc, oui, mais il peut y avoir aussi d'autres éléments, comme par exemple la réaction des parents Oui. face au mensonge. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, nous avons aussi un autre texte qui est extrêmement important. C'est ce texte qu'on trouve en Fundamentals of Christian Education, dans la page 57. Et pareil, c'est une traduction française qui a été faite par nous. Le texte dit, dans la mesure du possible, chaque enfant devrait être éduqué pour avoir confiance en lui. En exerçant vos différentes compétences, vous apprendrez à voir où vous êtes fort et en quoi vous êtes déficient. Un instructeur avisé accordera une attention particulière au développement des traits les plus faibles afin que l'enfant forme un caractère équilibré et harmonieux. Mhm. Donc ce texte, il nous parle, Du développement de l'enfant, oui, mais d'un aspect particulier. aussi de la confiance en C'est la soi. confiance en soi. Parce qu'un enfant, il y avait un commentaire qui avait été fait aussi dans le sujet en espagnol qui disait que souvent le manque de confiance en soi crée de la rivalité, de la compétition entre C'est autres ça. enfants du même âge. C'est Souvent les le désir de se comparaisons, mettre en valeur. oui, la comparaison faite aussi accentue, oui, parce que les comparaisons qui sont très destructrices, euh, ça peut être entre frères et sœurs, frères et frères, cousins, membres de la famille ou même des amis euh, peuvent appuyer ce manque de confiance. Mais par exemple, un enfant qui n'est pas sûr de lui et de l'histoire de sa famille, il peut inventer des mensonges par rapport aux Aussi, origines de sa ça famille ou peut à être l'histoire aussi de sa famille. par honte, par gêne. Exactement. Un enfant qui est dans un milieu où, par exemple, socialement est accepté d'avoir de l'argent et avoir une position sociale élevée, et cet enfant qui n'a pas cette condition, il peut inventer une fausse histoire autour de sa famille, par exemple. Oui, en effet. Mais en fait, la confiance en soi, c'est un élément qui va combattre en fait cette mauvaise habitude de mentir. Parce que quelqu'un qui a confiance en soi, il n'a pas besoin de mentir. Il va s'assumer. Oui, je le fais. Oui, j'ai commis cette erreur. Je suis désolé, ce n'était pas mon intention. Et je verrai à que ça ne se reproduise pas. Ça, c'est un discours de vérité.
un discours de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, parce qu'il pense qu'ils vont le virer, parce qu'il va perdre son emploi, parce qu'il va se faire gronder, parce que ceci et cela. Il a peur. Et la peur va l'amener à dire, bon, bah, je suis arrivé en retard parce que ce matin, le chat était devant la porte, il m'a griffé, et ça s'est infecté, et je sais pas, il va inventer une histoire, il va inventer une histoire à dormir debout pour excuser, en fait, une situation à laquelle il fait face. Donc, ça, c'est vraiment compliqué. Et donc, ça vient du fait qu'il n'a pas confiance en lui. Donc, la confiance, c'est important, c'est indispensable. Donc, on va parler un peu de l'imagination, parce que qui dit mensonge, Dit aussi imagination. dit aussi imagination. Mais est-ce que l'imagination, c'est quelque chose de mauvais? Non, c'est pas quelque chose de mauvais, tant que c'est bien développé, c'est utilisé de façon Équilibré? équilibrée et comment dire, ça apporte quelque chose de positif. Exact. Parce qu'on peut utiliser son imagination pour des choses, par exemple, morbides, des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, ça, c'est une utilisation Adéquate, on va incorrecte. dire. Oui. Adéquate de C'est l'imagination. un détournement Oui. de l'imagination pour faire des choses qu'on ne devrait pas. Mais imaginons que, non, imaginons. Imaginons, parce qu'effectivement, j'imaginais ce schéma que je vais vous présenter. Alors, je précise que ce schéma, ce n'est pas un schéma complet, ce n'est pas un schéma à but de formation académique ou scientifique. C'est juste pour expliquer, d'une manière très simple, les mécanismes qui vont être en relation avec l'imagination. Donc, imaginons que ce rectangle, c'est notre esprit, et nous avons les sens qui sont connectés. Les sens, l'ouïe, la vue, L'odorat le goût et et le le toucher. toucher. Et donc, ces différents sens, ces 5 sens qui vont nous permettre de récupérer des informations de notre environnement et les conduire à notre cerveau. Donc, il y a les nerfs qui connectent tout ça, ils sont représentés ici par des flèches, et il y a le cortex sensoriel. Petite précision, il y a des zones spécifiques pour chaque sens. OK? Donc, le cortex sensoriel, il va se connecter au lobe frontal, dans lequel il y a énormément de fonctions. Le lobe frontal, c'est ici, hein. Bon, pas ici, hein, à l'intérieur. Hein. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a un front assez large, c'est quelqu'un d'intelligent. Bon, moi, je suis pas très intelligent. Donc. Mais bon, c'est la nature qui m'a fait comme ça. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Mais bon, en tout cas, là, dans cette partie-là, on dit que c'est le siège de l'âme. Pourquoi c'est le siège de l'âme? Le frontal. Parce que c'est là qu'on retrouve toutes les facultés supérieures. Exactement. C'est les facultés supérieures qui se trouvent là. Et les facultés inférieures, ils résident où, physiquement? Dans l'amygdale. L'amygdale. Appelé aussi le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, amygdale. C'est dans l'instinct primaire. Oui. Ok, assez basique, assez animal. Donc, le coup, le lobe frontal, il intègre différents, en fait, il remplit plusieurs rôles, il fait plusieurs fonctions, mais on va citer que 2 pour expliquer le sujet d'aujourd'hui. Je pense on risque de revenir, je sais pas si ça va être le cas, mais on risque de revenir sur ce schéma pour expliquer d'autres choses au cours de ce séminaire. Mais, en tout cas, donc voilà, on va parler le frontal et le raisonnement et l'abstraction. C'est quoi l'abstraction? C'est tout ce qui est abstrait. N'est pas concret. Tout ce qui n'est pas concret. Et c'est quoi le raisonnement? Le raisonnement, c'est la pensée, c'est l'analyse des données. C'est la moulinette, c'est la calculatrice. Comme dans le schéma. C'est les engrenages. C'est un engrenage, oui. Et donc, il y a des mécanismes de pensée qui vont traiter les informations. OK? Donc, il y a aussi une autre section, donc c'est la conscience qui se trouve dans le cortex postérieur. OK? Il y a des échanges de données entre le raisonnement, le lobe frontal, le raisonnement et le cortex postérieur. Mais au milieu, il y a une zone qui s'appelle l'imagination,
On ne sait pas exactement où la placer, hein, dans le cerveau. Mm. C'est, C'est abstrait. on ne sait pas où il est. Parce que ça dépend des personnes. Il y a des sons, quand ils s'utilisent, ils font appel à l'imagination, il y a Il y a des des sons gens qui... différents qui s'activent. Donc, voilà. Et donc, il y a des échanges qui se font entre ces différentes sections. C'est-à-dire que le raisonnement, il va faire appel à l'imagination pour résoudre des problématiques. C'est Par aussi contre, comme un outil. différentes parties du cerveau ont à peu près le même rôle aussi. Donc, Exactement. C'est-à-dire que, oui, c'est pour ça que ce schéma, il n'est pas par zone oui, de et cerveau. d'où On fait aussi, référence quand à on quelques parle zones de cerveau, de mais l'imagination, il y a différentes parties. Par exemple, quand on fait une imagerie, quand on fait un test, par exemple, on met des personnes, euh, enfin, on leur demande de réfléchir à quelque chose. Il y a différentes parties du cerveau qui s'allument. oui, Et donc, c'est pour ça que quand on parle de l'imagination, on ne sait pas vraiment d'où ça vient exactement. ouais, c'est En ça. fait, il n'y a pas un point où on peut dire c'est dans telle partie qu'on retrouve ce lobe, cette partie-là est dédiée à l'imagination. Exact. C'est un peu compliqué hein, de définir. Mais c'est un schéma plutôt fonctionnel. Ouais. OK? Donc, est-ce que tu peux me passer ce quiz-ci? Je vais vous présenter ce quiz-ci. Fais attention parce elle est un peu susceptible. Donc, je vais vous présenter ce quiz-ci. C'est mon cactus des compagnies. La semaine dernière, je me suis planté une épine et ça pique. Hein. Donc, c'est pourquoi je vous présente ce quiz-ci. On va le remettre à sa place. Faites attention parce qu'il peut devenir agressif. Il n'est pas bien dressé, ce quiz-ci. Donc, pourquoi je fais référence à ça? Parce que la semaine dernière, je me suis planté une épine et ça m'a piqué. Et je vais l'utiliser, le squeezie, pour un exemple. Imaginons qu'on a, bon, les cactus sont pas rouges, mais je suis désolé pour la couleur de l'encre. Donc, on a le cactus qui est là. Et en fait, cette image, il va rentrer par les yeux. OK? Donc, je suis en train de le voir là où vous ne le voyez pas, mais il est en face de moi, derrière la caméra, comme ça en angle, et je le vois bien. Il est là et je me souviens de ce qu'il m'a fait. Mais bon, je l'aime bien quand même. Donc, ce coup-ci, mon cactus, je vais l'appeler C, au cactus. Donc, cette image, il va passer par l'œil, il va aller par le nerf optique au cortex sensoriel. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va passer à mon lobe frontal, qui va l'analyser, raisonnement. Le cactus est une image vraie. Pourquoi? Parce qu'elle provient d'où? Bah, dans des sens, par Dans des exemple, sens, exactement. C'est une perception sensoriel. sensorielle. Donc, la perception sensorielle, bah, cette information va être taguée, c'est qu'elle va recevoir une étiquette. Comme étant vrai. Taguée, taguée, c'est pas français, ça. Tagué. On dit tagué en français? Oui, oui. Mais c'est pas français. Parce que le mot tag, c'est un mot anglais. OK. Donc, désolé pour les puristes français. J'utilise un mot qui ne vient pas de français. Donc, elle va être taguée. Cette information va être taguée, étiquetée, vraie, parce qu'elle provient des sens. Ensuite, elle va être transférée vers la conscience dans le cortex postérieur comme une information vraie. Je sais que j'ai Squeezie parce que c'est mon cactus de compagnie. Et il Et est là dans le bureau. il est là dans mon bureau, c'est mon gardien de bureau, il veille à que personne ne touche à mes affaires. Et il a tous ses épines qui sont là, et c'est mon Squeezie. Je sais qu'il est là parce que je le vois. OK? Donc, ça, c'est une information vraie. Mais imaginons, moi, j'ai mon bureau, et là, je vois qu'il est étroit. Et Itamar, il a placé son ordinateur à côté, vous ne voyez pas, mais c'est un peu étroit, il n'y a pas assez de place. Donc, on a un projet, c'est imagination. Je dis, ça serait bien de rajouter de la place. C'est bien de rajouter de la place. Et bah, pour ça, bah, il me faut quoi? Il me faut Une du bois, planche, une planche de bois, une ok? seule marteau. Il faut un marteau, effectivement, On va mettre les, les pattes là, des supports pour des la planche. supports, et puis des pattes, des pieds pour Des pieds de table. des pieds de table, etc., etc., des vis.
Ah, il est plus souvent bien, c'est la liste. En tout cas, une liste d'éléments. Alors, est-ce que ces éléments-là, je suis en train de les voir? Non, on les imagine parce que ils sont pas réels, on les a pas dans les mains, on les a pas dans le champ visuel. OK. Ensuite, ces éléments, une fois que je les ai imaginés, ils vont partir dans la conscience, ces éléments-là. Et c'est les éléments, on va les appeler B pour bureau. Et ils vont être attaqués quoi? Imaginaire. I pour imaginaire. Donc, vous vous rendez compte? Donc, chaque élément est séparé. Notre conscience, elle va gérer des informations concrètes qui sont là et des informations imaginaires. Une personne qui m'a fait quelque chose, je vais imaginer ses intentions. Pourquoi il a fait ça? Ah, peut-être qu'il m'aime pas, peut-être qu'il est jaloux, peut-être qu'il me veut de mal, peut-être que ceci et cela, peut-être qu'il est associé à une telle autre personne qui peut-être qu'il me veut. Et tout ça, c'est du peut-être. Peut-être Et qu'il tout l'a pensé de ça, cette façon. tant que ça reste tagué imaginaire, ça pose pas de problème. Mais si je transforme cette information, je dis, ça c'est vrai, c'est confirmé, alors là, il y a un problème. Ça devient quoi? Un mensonge. Ça devient un mensonge. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, l'imagination, elle est très utile, hein, vous voyez bien. Même pendant les phases de sommeil, vous voyez les flèches bidirectionnelles, il y a des échanges d'informations. Et en fait, l'imagination, elle va aider à organiser, à hiérarchiser les informations dans notre subconscient afin de les stocker et libérer la mémoire pour qu'on soit alerte et éveillé dans les phases conscientes. Donc ça on va le voir par la suite. Bah aussi, avec, comme tu disais, le phénomène des personnes, par exemple, qui imaginent une situation ou imaginent que quelqu'un pense telle chose et pour eux, ça devient une vérité. Ouais, c'est ça. Et c'est pas éclairé et pour eux, c'est une vérité, mais en réalité, c'est un mensonge. Et c'est pareil avec les enfants. Et j'avais travaillé sur un cours de psychologie qui disait que, enfin, qui parlait de l'importance de justement mettre les mots sur les choses. Euh, Par exemple, dans le cas d'un patient qui est énervé, euh, une partie, enfin, le processus pour calmer le patient, la première étape, c'est d'énoncer le sentiment. Par exemple, dans le cas de la colère, bah, la colère. Et c'est la même chose. Par exemple, si on pense que telle personne a fait telle chose justement parce que elle voulait me faire du mal, si on reste sur sur ces pensées et on va pas chercher la vérité, ça va créer des quiproquos et justement il faut parler avec la personne, mettre les mots et, et voir si c'est la vérité ou non. C'est pour ça qu'il faut essayer de rester factuel. Oui, et c'est la même chose avec les enfants. Quand on parle du mensonge, beaucoup d'enfants ne savent pas faire la différence de ce qui est vrai et ce qui est faux parce que c'est pas naturel chez eux. Mhm. D'où l'importance de leur expliquer et de leur dire, bah, ça, c'est de l'imagination, c'est toi qui as imaginé ça et c'est pas la vérité, c'est pas réel. Sans pour autant Sans pour diaboliser autant diaboliser, oui, l'imagination. exactement. Faut pas diaboliser l'imagination, c'est important l'imagination, on va le voir par la suite. Mais là c'est pareil, quand je fais ma formation euh, concernant les situations des crises, des amorcées des crises, il faut toujours verbaliser. Hein. Le cas de l'adulte qui est complètement en colère et hors de lui, dit ok, d'accord, vous êtes en colère, je comprends votre colère, mais j'ai besoin de comprendre mieux votre colère. Donc on va en parler. Ok, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est passé ça et ça et ça et ça. Ok, d'accord. Et pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi cette action de votre voisin vous a énervé? Ah, parce que ça et ça et ça. Et euh, la personne va commencer à se rendre compte que finalement, cette colère, elle est exagérée. Sans infantiliser la personne. Sans infantiliser, c'est-à-dire qu'on met les choses dans un plan. Parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent avec les enfants, qui devrait être fait avec les enfants, quand ils sont dans tous leurs états et tout. Mais quand on le fait avec un adulte, il faut faire attention justement Bah, à ne bien pas évidemment, infantiliser. avec Costé, il faut savoir. Mais basiquement, c'est le même process.
C'est le même processus. Ouais. C'est juste qu'on doit utiliser, une fois de plus, l'imagination. On va voir, c'est important dans la communication aussi. Mais effectivement, le quotidien d'Amar est très, très important sans infantiliser. Et on se rend compte que souvent la personne va trouver euh, par elle-même la solution à son problème. Genre, une fois qu'on verbalise les choses, on dit, OK, d'accord, prends en compte. C'est pas si terrible. En fait, le problème, c'est que quand une personne est dans une tempête émotionnelle, elle est souvent portée par l'imagination. Et ça, c'est un problème parce que, en fait, ça fait un mélange. Une tempête, ça mélange tous les éléments. Bah, pareil dans les émotions, une tempête émotionnelle, ça va mélanger aussi les informations, que ce soit imaginaires ou factuelles. Il va les mélanger et la personne est dans un état de confusion où on ne peut pas différencier l'un ou l'autre. Donc ça, c'est important de savoir. Et puis, on va analyser quelques éléments. Pourquoi c'est important l'imagination. Donc, on va les afficher tous. On va lire la première. Pardon. C'est un essentiel pour la créativité. Mhm. L'imagination vous permet de visualiser la solution à un problème avant même que la solution ne soit appliquée. Elle vous permet d'analyser les résultats d'une action avant de la réaliser. Donc, Comme l'exemple comme qu'on a l'exemple cité qu'on tout a à mis l'heure. sur Hein. la table. Mais il y a tellement de choses qui n'a pas été confronté à un problème inhabituel dans son travail. Bah, il faut faire appel à l'imagination pour résoudre Des ces problèmes. problématiques et c'est très, très important. Pour ça, l'imagination, elle doit être développée, mais d'une manière équilibrée et correcte. OK? Donc, c'est aussi un mécanisme de protection. Mhm. L'imagination vous permet d'anticiper un événement avant qu'il ne se produise et d'analyser virtuellement comment éviter un danger. L'imagination est essentielle en cas d'urgence et vous permet de concevoir des solutions rapides à un problème. Voilà, ça c'est, on a cité quelques exemples là dans la section en espagnol. Mais par exemple, quand on conduit, on a besoin de l'imagination. Pourquoi? Parce qu'on voit un camion, par exemple, on voit un camion qui va trop vite, ou un camion qui roule pas droit, etc. Et on peut anticiper que ce camion, il peut déraper et il peut nous heurter quand on va le déplacer. Donc, soit on va accélérer, soit on va ralentir, soit on va l'éviter. Donc, l'imagination nous permet d'anticiper quelque chose qui ne s'est pas encore produit, que se produira probablement jamais. Mais c'est pour prendre toutes Mais les ça nous aide précautions. à éviter le danger. Et dans les milieux extrêmes, hein, c'est pareil, le désert ou la montagne, où on doit anticiper des dangers, bah, l'imagination nous aide à anticiper ces dangers. Donc, ça, c'est un mécanisme de protection très important. OK, donc le troisième. C'est un essentiel pour une communication efficace. Donc, l'imagination permet de modéliser les différentes façons de transmettre un message en anticipant de manière hypothétique la réaction de l'interlocuteur, ce qui rend la communication plus efficace. Qui n'a pas réfléchi pendant des heures avant de demander une augmentation. Ou avant d'annoncer les mauvaises notes aux parents. Oui, ça aussi. Donc ça permet, ça rend la communication efficace puisque ça tient compte. En fait, quand on parle de l'empathie, c'est quelque chose que j'ai pas fait le lien. Quand on parle de l'empathie, il faut utiliser beaucoup l'imagination. C'est une faculté Se qui mettre à la est place importante. d'une autre personne demande oui aussi un travail d'imagination. Parce que en Exactement. plus, chaque personne est différente. Exact. Donc, il faut essayer de voir peut-être les façons dont la personne pourrait réagir ou prendre euh, la situation, prendre les informations, les nouvelles. Exact. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'éléments virtuels, hein. D'éléments virtuels, virtualisation par-ci, virtualisation par-là. Hein. Donc, on va dire que l'imagination, c'est notre unité interne de virtualisation. OK? Donc, ça, c'est important. Et dernière. Ça sert aussi pour optimiser la mémoire. Pendant le sommeil, l'imagination participe à la réorganisation des perceptions sensorielles et à leur stockage dans notre subconscient, ce qui optimise notre mémoire dans les phases conscientes. C'est souvent l'origine de nos rêves. Mhm. D'ailleurs, Voilà. petit tips pour les étudiants, les informations difficiles à retenir, Oui.
On lit un petit peu avant de se coucher et c'est bon. Exact. Moi, pendant mes études, j'utilisais la méthode 1h15. 1 heure d'étude, 15 minutes de repos, si possible de sommeil, pour stocker les informations. Et c'est efficace, hein, je peux avancer très très vite. Euh, Il y a des personnes qui me disent, ah ouais, mais j'ai pas de mémoire. Ah, j'ai très peu de mémoire. Je dis, j'ai une bonne nouvelle. C'est que ça n'existait pas, mis à part des dommages au niveau du cerveau, mais une personne dont son cerveau est en bon état, pour une maladie dégénérative, hein, mais mis à part ça, la plupart des gens, tout le monde, a une mémoire infaillible. C'est quoi cette histoire? C'est que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on touche, toutes les perceptions sensorielles sont stockées. Pourquoi je dis que j'ai pas de mémoire? En fait, c'est que tout simplement ma mémoire, elle est occupée. Que nous avons différents types de mémoire, une mémoire consciente et on a le subconscient. Et pour que ces informations qui sont dans la mémoire consciente soient stockées et archivées et hiérarchisées dans le subconscient, c'est un process qui s'est fait pendant la nuit. C'est pour ça que c'est important de dormir. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Et pendant le sommeil, en fait, tout ce qu'on a vu va s'organiser. Mais dans ce processus d'organisation, le cerveau il fait appel à l'imagination. Et qu'est-ce qui va se passer? L'imagination va faire des associations entre choses. Donc le soleil est rond et orange, bah, une orange est rond et orange. Les deux n'ont rien à voir, mais notre cerveau il va les associer. Et pendant ces phases-là, bah, on va imaginer, en fait, l'imagination, il va prendre des éléments, il va les mélanger, il va construire des histoires improbables. Parce qu'attention, nos facultés supérieures, ils sont en sommeil, on est en train de dormir. Donc, du coup, bah, on va s'imaginer qu'on est dans une prairie et on voit des vaches. C'est bien, sauf qu'ils sont bleus. Bon, pourquoi ils sont bleus? C'est rien. Et puis on s'approche des vaches et on se dit, bah, pour les dépasser, on va peut-être voler. Et on commence à battre des mains et on commence à voler. Alors qu'on ne peut pas voler. Et on imagine. Et en fait, les rêves, c'est pour ça que les rêves sont tellement improbables. C'est parce que ça vient de l'imagination. L'imagination, elle est libre de jouer pendant le sommeil avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu pendant la journée. C'est pour ça que c'est important. C'est qu'on fait rentrer là-dedans, va se répercuter dans notre subconscient aussi. OK? Donc, on avait dit au début que le mensonge il peut être stimulé par le mauvais exemple des parents. Mais c'est pas la seule façon de créer, de stimuler le mensonge chez les enfants. Donc, il y a ce texte que j'aimerais qu'on le lit, qui se trouve dans le manuscrit numéro 2 de 1903. Cette traduction a été faite par nos soins. Le texte dit, ne soyez pas impatients avec vos enfants lorsqu'ils se trompent. Lorsque vous les corrigez, ne leur parlez pas brusquement et durement. Cela les embrouille et leur fait peur de dire la vérité. Donc, c'est vrai, hein. C'est vrai quand, par exemple, on a les parents qui s'énervent facilement, on se dit, bon, mince, j'ai fait la bêtise. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de me faire gronder, j'ai pas envie de me faire taper je vais ou cacher. oui, j'ai pas envie quoi de me faire gronder. Bah je vais cacher la vérité quoi. Je vais pas leur dire, ils vont pas s'en rendre compte. Exact. Et avec le temps? Et bah les habitudes du mensonge. Exact. Donc ça peut créer des gros problèmes, hein. Chers amis, merci pour votre attention. Donc, le temps s'est terminé, malheureusement, mais bon, on va respecter, on va en tout cas on essaye, hein, on va dépasser un peu ce format des 30 minutes pour que ça sera plus facile, pour que ce soit plus facile pour nos amis qui nous suivent sur la chaîne YouTube de suivre ces séminaires. En tout cas, merci pour votre attention, merci pour votre curiosité, que Dieu bénisse votre curiosité. Je remercie aussi Tamar qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.